20 février 1945. Secteur nord de Iwo Jima. Parmi la brume des cendres volcaniques, les soldats japonais ont observé des incroyants, l'approche d'étranges chars américains. Ce n'étaient pas des machines ordinaires, une fumée noire dense les accompagnait, mais pas par dégâts, c'était quelque chose de différent. La tour du véhicule tournait lentement vers un bunker en béton. Où devrait être le canon principal, une structure modifiée, une buse menaçante. Puis vint le son, un silvo mécanique, alors que l'air comprimé s'échappant sous pression. Dans l'instant suivant, une poussée de feu net a éclaté pour 150 mètres de terrain aride, impliquant une maison voisine dans un épais enfer de napalm. Les cris ont duré quelques secondes. Les avocats japonais et stupéfaits ont attrapé les téléphones sur le terrain pour signaler ce qu'ils avaient été témoins, 8 chèrement adaptés, équipés de lancers, des armes qu'ils n'avaient jamais vues, qui changeraient à jamais le cours de la bataille la plus sanglante du Pacifique. Ce que le commandant de Yamada ne savait pas, c'est que ces machines étaient le résultat de mois de développement secret à la caserne Schofield à Hawaï. Une opération ultra-confidentielle menée par l'unité de guerre chimique de la marine, travaillant sans repos. L'union de l'ingénierie industrielle américaine avec l'urgence du front entraînerait ce qu'un commandant de bataillon marin appellerait plus tard l'arme la plus efficace de toute l'opération. La bataille pour Iwo Jima est entrée dans son deuxième jour, et les règles de la mort étaient sur le point d'être réécrites. Ces 8 chars seraient responsables de plus de 30% des victimes japonaises, pas des balles, mais pour le feu. Un nombre qui entrait les survivants des deux côtés pendant des décennies. L'armée impériale japonaise avait consacré une année entière à transformer Iwo Jima en la forteresse la plus redoutable du Pacifique. 8000 carrés de roches volcaniques ont été convertis en labyrinthe de la mort, ce qui remet en question tout manuel de guerre conventionnel. Le général Tadamichi Kuribayashi, nommé pour défendre l'île en juin 1944, avait une mission claire, ne pas surmonter les Américains, mais faire la conquête d'Iwo Jima si coûteuse que les États-Unis réfléchissent à 2 fois avant d'envahir le terrain japonais. Il avait analysé les échecs à Seppan, Peleliu et aux Philippines. Les tactiques traditionnelles, les attaques avant et les charges de Banzai, étaient inutiles contre la puissance de feu américaine. Kuribayashi a pris une décision radicale, brisant des siècles de la tradition des samouraïs, pas de fardeau héroïque, pas de guerriers ne cherchant pas la mort honorable dans le domaine ouvert. Ces 21 000 hommes combattraient les ombres, transformant l'île en un champ d'extermination souterrain. Jusqu'en février 1945, des ingénieurs japonais avaient fouillé 11 miles de tunnels interconnectés, avec des plans pour atteindre 17 miles. Les galeries ont atteint cet étage au plus profond de la roche volcanique. 5000 grottes et des caméras souterrains ont été ouvertes, beaucoup capables de loger entre 300 et 400 soldats. 1 millier et 500 points enrichis à saupoudrer le paysage, des bunkers en béton avec des murs de plus d'1 mètre épais, renforcés de doublures en acier récupérées dans des œuvres abandonnées, couronnant chaque élévation stratégique. Chaque position a été calculée pour créer des zones de feu croisées. Chaque centimètre de la surface de l'île pourrait être balayé par des mitrailleuses japonaises, cachées derrière des portes en acier qui ne s'ouvraient que pour tirer et se fermer instantanément, protégées contre les représailles. Le système de tunnel était un chef-d'œuvre de l'ingénierie. Cheminées de ventilation camouflées comme des formations rocheuses naturelles garantissaient l'air frais. Les hôpitaux souterrains, avec des salles de chirurgie, étaient prêts à servir 400 blessés. Centre de communication, enterré à 23 mètres de profondeur et des opérations coordonnées par kilomètres de fils téléphoniques. Les chambres de stockage ont maintenu le riz, l'eau et les munitions suffisamment pour 2 mois de siège. La plus grande structure, sous la colline 38. 2. Elle hébergeait une chambre de 50 mètres longue par 20 de large, suffisamment d'espace pour un bataillon entier. Kuribayashi a positionné ses troupes avec une précision chirurgicale. Le secteur sud, autour du mont Suribachi, a été désigné comme un commandement semi-autonome sous le colonel Kanahiko Atsushi, avec 2000 hommes contrôlant des pièces d'artillerie capables de bombarder les plages d'atterrissage. Dans le plateau nord, où la terre a favorisé la défense, 15 000 soldats étaient concentrés, sous le commandement direct du général lui-même. Parmi ces forteresses, une réserve centrale de 4000 hommes pourrait être rapidement déplacée dans les tunnels pour renforcer tout point menacé. Les Américains savaient que Iwo Jima ne serait pas facile. Les rapports de renseignement ont indiqué des défenses bien préparées, mais la véritable dimension de la forteresse souterraine de Kuribayashi est restée cachée, même la reconnaissance de l'air. 74 jours directement de l'attentat à la bombe avaient jeté 6800 tonnes d'explosifs sur l'île. L'artillerie navale a tiré 22 000 projectiles contre les positions japonaises. Les stratèges américains pensaient que ce pouvoir aurait décimé la résistance.
Ils ont prédit la chute de l'île en 5 jours. Ils se sont terriblement erronés. Les bombardements préliminaires avaient détruit moins de 200 des 1500 positions enrichies. Les tunnels sont restés pratiquement intacts. La plupart des soldats japonais n'avaient même pas été rayés par la démonstration de la force. 5 mois avant l'invasion, à la caserne de Schofield, Hawaï, le colonel George F. Unmack a rassemblé une équipe qui révolutionnerait la guerre blindée du Pacifique. Unmack, un officier de carrière de 44 ans, a commandé le projet de guerre chimique le plus secret du Pacifique central. Sa mission, développer un système d'armes capable de neutraliser les grottes et les bunkers japonais, à l'abri des méthodes conventionnelles. Son groupe initial était petit, seulement la 43e entreprise de laboratoire chimique, mais il savait que la tâche exigeait des esprits exceptionnels. Il a demandé 25 hommes du 117th Naval Construction Battalion, le célèbre CIB, dont le génie mécanique et les compétences pratiques ont été légendaires dans tout le Pacifique. Il a incorporé le personnel du 5e bataillon de chars marins et de la 81e Société d'ordonnance, formant un groupe de travail conjoint, uni par un objectif, créer une arme qui a brûlé les Japonais de leur terrier. À la tête du développement technique se trouvait le premier conducteur de la classe à Ricker et l'électricien de 2e classe Joseph Clay, 2 sites dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les gros titres, mais dont l'invention sauverait des milliers de vies américaines. Ils ont apporté l'expérience brutale des campagnes précédentes, où ils avaient vu des marines mourir en essayant de prendre des positions fortifiées que l'artillerie ne pouvait pas détruire. Le problème n'était pas un manque de puissance de feu, c'était comme l'appliquer contre un ennemi des combats sous terre. Le défi était monumental. Les tentatives précédentes pour installer le jet dans des réservoirs avaient donné des résultats irréguliers. Les premiers modèles de l'armée étaient des adaptations grossières, les lanceurs vissés dans des sabots de char, des solutions de fortune qui ont échoué sous pression. Les 30 jets portables que les marines avaient reçus, des modèles qui ont à peine atteint 70 à 80 mètres avec du carburant épais, étaient un peu plus que des pièges mortels. 30 à 40 secondes de feu continu au maximum avant que le réservoir de carburant ne soit vidé. Et même ce temps précaire a été une illusion, les taux de défaillance du combat dépassaient 40%, transformant l'équipement en poids mort entre les mains des soldats. L'entretien était un cauchemar logistique, les mécanismes étouffés, les vannes ont fui et les opérateurs déjà surchargés devaient prier pour que le système ne les laisse pas au moment critique. La première lumière du tunnel a créé les conversions de réservoirs Light M3, surnommés des réservoirs sataniques. La création du 43e avec. La pania chimique, appelée Hell of Fire, a prouvé que l'idée avait du mérite, mais a également exposé ses faiblesses mortelles. La tour n'a tourné que 180 degrés, limitant le champ d'action. L'élévation du lancer a été restreinte, forçant les réservoirs à exposer à atteindre les cibles à des angles défavorables. Pire, le bouclier fin du M3 ne pouvait pas résister aux canons anti-tank japonais de 47 mm, arme standard dans les positions défensives de l'île. C'était comme envoyer des matchs pour combattre torche. UNM n'accepterait pas le demi-solo. Grâce à des canaux militaires qui sont arrivés à l'amiral Chester Nimitz lui-même, son équipe a pu localiser 8 réservoirs moyens M4 à 3 Sherman, 35 tonnes, conduits par un moteur Ford V8 de 500 chevaux, avec un blindage allant de 25 à 76 mm. Des machines qui avaient déjà prouvé leur résistance sur les champs de bataille de l'Europe et offraient maintenant la protection nécessaire pour survivre au feu anti-tank japonais. Mais obtenir les réservoirs n'était que la première étape. La vraie révolution viendrait lorsque Reicher et Kell ont décidé de fusionner le meilleur de 3 systèmes de lancement existants, la robustesse de British Ronson, la précision de la marque Naval 1 et l'ingénierie létale des modèles allemands capturés en Afrique du Nord. Travaillant 20 heures par jour sous le soleil implacable d'Hawaï, dormant en équipe aux côtés de l'équipement de soudage chaud, les ingénieurs de CBS ont commencé à forger quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Le résultat, appelé CBH1, Construction Bataillon Hawaïen, n'était pas une simple adaptation, c'était un saut quantique dans la technologie de guerre chimique. Chaque conversion a nécessité 70 livres d'électrodes de soudage, 1100 connexions électriques critiques et 1200 heures de travail manuel. 150 pièces de tailleur, ajustées avec une précision chirurgicale. Le coût ? Entre $20 et 25 000 par unité, l'équivalent de plus de 360 000 $ aujourd'hui. Mais chaque centime en valait la peine. Les spécifications techniques devaient laisser un ingénieur sans souffle. Le CBH1 a fonctionné à 300 livres par pouce carré à 3 fois la pression des modèles précédents. La plage maximale ? 150 mètres avec du carburant épais, presque triple des lancements portables. Le mélange incendiaire, développé par le 43 RD Chemical Company Laboratory, a brûlé à 1500 degrés Fahrenheit, diesel,
essence et un épaississant de napalm calibré pour adhérer à n'importe quelle surface comme une seconde peau. Le système a accordé 80 secondes de feu continu, bien que la doctrine ait recommandé des rafales de 2 à 3 secondes, suffisamment pour transformer une casamata en four sans gaspillage. Mais le vrai génie était en intégration. Les lancements ont remplacé le canon principal de Sherman, héritant de ses systèmes ciblés de contrôle. Cela signifiait un travet complet de 270 degrés et de -10 degrés à +35 degrés, le meilleur buteur pourrait viser la même précision qu'un tir de canon en utilisant le périscope standard. Aucune formation supplémentaire n'était nécessaire. Et pour assurer l'élément surprise, les réservoirs ont été peints dans l'oliva marine traditionnelle, sans marque distinctive. Pour les Japonais, ils étaient juste plus Sherman, jusqu'à ce qu'une longueur de tir de 150 plongements balaie leur position. Le système de carburant était un chef-d'œuvre de l'ingénierie défensive. 290 litres de carburant épais dans le réservoir principal, plus 40 litres de carburant non épais pour l'allumage. Un réservoir de pression séparé, chargé d'azote comprimé, pas de l'air, car l'azote ne nourrirait pas d'explosion si le réservoir était foré. Chaque composant a été conçu avec des redondances de sécurité pour éviter les catastrophes qui avaient détruit les véhicules précédents. Pendant ce temps, dans le bunker de commandement sous la colline 382, le général Kuribayashi a ajusté ses défenses avec la précision d'une montre suisse. Les zones de mort ont surmonté des angles calculés. Les observateurs d'artillerie, cachés dans des trous d'araignée, pourraient diriger le feu vers n'importe quelle coordonnée en quelques secondes. Les mitrailleuses ont créé des champs d'incendie entrelacés, canalisant les Américains vers des cibles préenregistrées. Votre philosophie était simple, la conservation des munitions, rester sous terre, forçant l'ennemi à venir vers vous. Les ordres étaient clairs, ne meurez pas avant de tuer 10 Américains. Aucune contre-attaque à grande échelle ne serait autorisée. Chaque soldat devrait garder sa position jusqu'à ce qu'il soit submergé, alors combattez avec des grenades, des baïonnettes et enfin ses propres mains. Les mathématiques étaient brutales, avec 21 000 défenseurs, ils pouvaient faire 210 000 victimes, plus que toute la force invasive américaine. La doctrine japonaise avait évolué de Seppan et Peleliu. Les rapports de renseignement ont mis en évidence la vulnérabilité des opérateurs de lancement portable, la fumée noire du diesel les brûlant, la gamme limitée les a forcés à s'exposer. Lors des batailles précédentes, les victimes entre ces soldats avaient atteint 92%. Une formation spéciale a enseigné aux hommes armés de se concentrer sur les hommes avec les doubles réservoirs distinctifs au dos. Les franchisateurs ont reçu des munitions supplémentaires pour massacrer les opérateurs de flammes. L'infanterie a pratiqué les attaques à la baïonnette, explorant la zone morte où les lancements ne pouvaient pas atteindre. Mais toute cette planification provenait d'une hypothèse mortelle, que les lancements viendraient toujours à pied. Personne à Iwo Jima n'avait considéré la possibilité de réservoirs blindés, capables d'approcher les fortifications sous le toit de leur propre armure, tout en crachant des jets de feu dont je n'ai pas besoin de ne jamais voir de distance. Les positions japonaises, conçues pour résister à la bombardement de l'air et de l'artillerie, n'avaient aucune défense contre le liquide incendiaire qui a infiltré les fissures, la respiration et les ouvertures de ventilation. Quel devrait être leur plus grand avantage? Les bunkers incassables deviendraient des pièges mortels. Et le 19 février, le jour du D, le 8 Flamme M4A3 a atterri sur les plages d'Iwo Jima, mélangé à Sherman conventionnel des 4e et 5e bataillons de chars. Officiellement, M4A3R5 a été désigné, bien que les documents les appellent également POAOCWH-1 ou CBEMK1. Ils sont arrivés sur la 5e vague, vers 10 h du matin, lorsque les plages étaient déjà, relativement, sûres. Les ordres de la marine étaient clairs, rester en réserve pendant le vol initial. Mais personne n'avait dit aux Japonais ce qui allait aller ensuite. Patterson a observé le mouvement effréné entre les ouvertures de roches. Des soldats japonais ont couru d'une grotte à une autre, ajustant les mitrailleuses et préparant des grenades. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient observés. Ils ne savaient pas que, à ce moment même, une condamnation à mort brûlante planait sur eux, silencieuse et inévitable comme le destin. La radio crépitait. 432, voici Charlie et 6. Il renforce les positions. Nous avons de lourds bas dans l'approche. Nous ne pouvons même pas nous rapprocher. Patterson n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers le meilleur buteur, le caporal Michael O'Reilly, un Chicago-Irlandais avec des cicatrices de Guadalcanal Burns. O'Reilly, voyez-vous ce trou à gauche? Le plus grand, avec la mitrailleuse lourde? Oui, sergent. Environ 90 mètres, angle de 15 degrés.
Parfait. Patterson a ajusté la vue du périscope, calculant mentalement la trajectoire. Donnons-leur un spectacle de lumière. 3 secondes de pression maximale. Ensuite, nous traversons à droite et répétons. Sans pitié. O'Reilly hocha la tête, ses doigts déjà dans le déclencheur des lancements. À l'intérieur de la tour, la chaleur commençait à grimper, pas le moteur, mais à partir de l'anticipation. Le chargeur, Cabo Elias Torres, a vérifié la jauge pour la dernière fois, pression en 320 psi, sergent. Tank complet. Napalm ready. Alors travaillons. À 16h47, l'enfer est sorti. Un jet de feu liquide, épais comme un miel fondu et 2 fois plus mortel, a éclaté du canon Sherman. Ce n'était pas une flamme commune, c'était un serpent Fahrenheit à 1200 degrés, crachant avec la précision d'un chirurgien et la fureur d'un dieu vengeur. Le premier coup a atteint. Eut l'entrée de la grotte comme un géant frappe, la combustion gélifiée adhérant au mur et à l'équipement avant d'exploser sur une boule bleu-blanc. Les cris ont commencé avant même que les flammes ne consommaient de l'oxygène. Les hommes à l'intérieur de la grotte ont essayé de reculer, mais le napalm les a suivis, coulant à travers les tunnels comme le lavage, tout brûlant, viande, métal, papier, os, avec une efficacité industrielle. Patterson n'a pas attendu pour voir le résultat. Traversée 45 degrés. Deuxième grotte, maintenant. O'Reilly a tourné la tour avec la fluidité d'un tireur expérimenté. Le deuxième jet a balayé l'ouverture suivante, cette fois avec un effet encore plus dévastateur, les munitions stockées à l'intérieur de la chaîne détonnées, transformant la grotte en une fournaise qui cracha les flammes et les éclats pendant 20 secondes de suite. La fumée noire a chuté dans le ciel, à des kilomètres visibles. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. De l'intérieur de la troisième grotte, la plus grande des quelque chose de complexe qu'aucun marin ne s'attendait, pas une contre-attaque, pas des grenades, mais un drapeau blanc. Un soldat japonais, avec ses flammes, est décalé en avant, ses mains tremblant alors qu'il tentait de soulever un chiffon sale attaché à un fusil. Derrière lui, d'autres sont apparus, certains traînant, certains coulant en panique, le tout avec leur visage marqué par une pure terreur. Silence à la radio. Silence sur la ligne de front. Puis la voix du lieutenant-colonel double a brisé l'air, 432, tu vois ça? Patterson a avalé dur. Affirmative, colonel. Ils se rendent. Une pause. Ensuite, l'ordre qui changerait tout, accepté. Et assurez-vous que les autres voient. En moins d'une heure, 47 soldats japonais, certains brûlés, tous cassés, ont été menés derrière les lignes américaines. Les nouvelles de la reddition se sont propagées comme du feu dans une paille sèche. Pour la première fois à Iwo Jima, l'ennemi se retirait sans être anéanti. Et la raison était claire, ils avaient vu ce que les chars du diable pouvaient faire. Jusqu'au crépuscule, 3 autres garnisons japonaises ont abandonné leur position en voyant le M4A3R3 approcher. Pas faute de courage, mais parce que les mathématiques de la guerre avaient changé. Il n'y avait aucun honneur d'être brûlé vif. Il n'y avait aucune gloire à mourant asphyxié en un bunker transformé en four. Et les marines, qui il y a 48 heures, ils ont été piégés dans un cauchemar de sang et de sable volcanique, ont finalement avancé. Pas pour les mètres. Par kilomètres. Patterson vit ses yeux briller dans l'obscurité. Ce ne sont pas des reflets de la peur, il s'agissait de calculs froids des hommes formés pour mourir, mais pas de brûler. Il a pressé la gâchette de lancement, non pas contre les positions, mais contre le ciel nocturne, comme un avertissement écrit en feu. L'effet était instantané et dévastateur. Des soldats japonais ont émergé des tranchées comme des fourmis de la fourmi, abandonnant des postes qui ont juré de défendre la dernière goutte de sang. Les marines indigènes, habitués à voir l'ennemi se battre avec le dernier homme, hésitaient. Pendant des secondes précieuses, personne n'a tiré. Dans une demi-heure, un secteur entier s'est effondré sans un seul canon tiré sur lui. C'était la première fois dans l'histoire militaire japonaise qu'une position fortifiée était abandonnée en masse avant les combats de mêlée. Jusque-là, la reddition était une trahison, le retrait, un déshonneur. Mais l'incendie n'a pas respecté les codes Somuro. Il n'a pas négocié. Il a consommé. Jusqu'au crépuscule du 20 février, les marines ont déjà réorganisé leur tactique autour de ces chars démoniaques. Les attaques ont été reportées jusqu'à ce que le M4A3R3 atteigne la ligne de front. L'infanterie a appris à avancer à 50 mètres derrière les bêtes en acier, assez près pour profiter de la terreur qu'ils ont laissée, assez loin, pour ne pas avoir les sourcils chamuras par la chaleur de 30 mètres.
Les observateurs d'artillerie ont commencé à marquer des cibles non pas pour les bombardements conventionnels, mais pour brûler. Le nombre du premier jour parlait pour eux-mêmes, 47 positions fortifiées réduites en cendres. Basse. Les Américains ont chuté de 40% dans les secteurs soutenus. 600 mètres de territoire ont conquis dans des zones où, 48 heures plus tôt, chaque portée était payée avec des vies. Mais les données les plus terrifiantes ne figuraient pas dans les rapports. C'était aux yeux des Japonais qui couraient. La réponse de Kuribayashi a été rapide mais condamnée à l'échec. Cette même nuit, les commandes urgentes ont désigné les réservoirs qui se lancent comme cible prioritaire. Les pièces en titan à 47 mm devraient se concentrer sur elles. Des équipes d'assaut de suicide ont été formées, des bénévoles avec des charges explosives liées au corps, prêtes à se jeter sous les chenilles. L'infanterie a reçu l'ordre de viser les visières des réservoirs, essayant d'aveugler les équipages avec des rafales concentrées. Il n'y avait qu'un seul problème, le M4A3R3 n'était pas en distingue des Sherman communs, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le feu. Lorsque les canons japonais ont identifié la cible, il était tard. Et pire, en se concentrant sur le lancement des réservoirs, ils ont ignoré le Sherman conventionnel qui les a protégés par des incendies de couverture. Les Américains étaient devenus le jeu avec une ingénierie brutale. Il ne s'agissait plus de force numérique. C'était sur la façon de tuer. Le véritable test viendrait le 23 février, des +4, le même jour, le drapeau a été soulevé à Suribachi. La 3e division des marines a progressé sur la colline 382, le deuxième point le plus élevé d'Iwo Jima et les défenses du nord de Kuribayashi. Un labyrinthe de bunkers et de tunnels de 7 étages, où chaque approche a été préenregistrée par l'artillerie et le mortier. Les ingénieurs japonais avaient conçu pour être impénétrables, les lignes défensives qui se chevauchent, les champs de tir entrelacés, les galeries souterraines qui ont permis aux défenseurs de réapparaître derrière les attaquants. Les vols précédents avaient échoué avec plus de 50% de victimes. Le premier bataillon des 9 TH Marines a perdu 70% de ses hommes qui essaient simplement d'atteindre les approches. À 8 heures, 4 M4A3R3 ont avancé en formation échelonnée, soutenus par 6 Sherman conventionnels et un bataillon d'infanterie. Cette fois, les Japonais étaient préparés. Les canons de montagne de 75 mm, plus puissants que les 47 mm standards, avaient été placés en particulier pour engager les réservoirs. Lorsque le véhicule leader a dépassé la première crête, le feu concentré à 3 positions a explosé contre lui. Le premier projectile a frappé le 433 tank Caterpillar, en l'immobilisant. Mais l'équipage a continué à tirer les lancements, créant un rideau de feu qui couvrait les autres véhicules et a étouffé les positions japonaises. Ce sacrifice a donné aux autres réservoirs l'écart dont ils avaient besoin. Le réservoir 431 a progressé par la fumée, sous une pluie d'obus qui aurait arrêté tout vol d'infanterie. Le conducteur, le soldat peu profond Morrison, décrira plus tard qu'il guide par le périscope dans une brume aussi dense qu'il a à peine vu 3 mètres en avant. 60 mètres du complexe de bunker principal, le tank 434 lance. Mais les Japonais avaient appris. Les ingénieurs ont installé des plaques en acier sur les ouvertures des bunkers, qui pourraient être fermées entre les rafales de pistolets. Le feu a léché le métal scellé, inoffensif. Jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Le meilleur buteur, le caporal Michael Rodriguez, a remarqué quelque chose, les signes étaient rouges après un contact prolongé avec les flammes. Hot Metal Shoal a été déformé. Fissure créée. Rodriguez a gardé le tir pendant 45 secondes, bien au-delà des réserves de carburant recommandées et dangereusement épuisées. L'acier là. Le liquide incendiaire a infiltré les fissures. L'intérieur du bunker est devenu un four. Les munitions ont commencé à exploser en chaîne. Le béton s'est fissuré avec le choc thermique. Les explosions secondaires ont révélé les entrées des tunnels que les ingénieurs japonais avaient camouflés tellement soigneusement. En 3 heures, les défenses externes de la colline 382 ont été brisées. La position impénétrable est tombée. Mais la bataille a également exposé les limites de ces démons en acier. Le réservoir 431 a vendu son carburant après 80 secondes de fonctionnement continu. Réapprovisionnement nécessaire pour se retirer jusqu'à des points désignés, où des camions spécialisés attendaient, un processus qui a pris au moins 2 heures. Assez de temps pour que les Japonais se réorganisent. Les réservoirs étaient puissants mais pas infinis. Et c'est le même jour que Cap Herschel et Woody Williams a prouvé que le feu avait toujours un visage humain. Lorsque les chars lancés n'ont pas réussi à manœuvrer à travers le ravin étroit connu sous le nom de amphithéâtre,
Williams a marché avec un lancement M2-2 de 32 livres. Pendant 4 heures, couvert uniquement par 4 marines, dont le mourait de le protéger, il a détruit 7 chars inaccessibles. Sa technique était le complément parfait, où les machines ne sont pas arrivées, les hommes avec des lancements portables pouvaient encore avancer. Ces actes ce jour-là donneraient la médaille d'honneur. La citation dirait « Rapidez-vous à vos services lorsque nos réservoirs ont manœuvré en vain d'ouvrir un écart, sous un feu dévastateur de positions intransigeantes. » Williams serait le dernier conteneur vivant de la médaille de la Seconde Guerre mondiale, qui mourait en juin 2022 à l'âge de 98 ans. La première semaine de combat a raconté une histoire qu'aucun rapport officiel ne pouvait complètement capturer. Dans les secteurs où les chars lancés ont fonctionné, la guerre avait changé. Il ne s'agissait plus de savoir si le terrain serait pris, mais quand. Et les Japonais, pour la première fois, apprenaient le sens d'un mot qui n'existait pas dans leur vocabulaire militaire. Désespoir. Les blindés. Le moment a été enregistré à la mémoire de ceux qui ont été témoins, non pas comme un acte de bravoure, mais comme le soupir ultime d'un code d'honneur qui n'a plus eu lieu dans cet enfer de feu et de métal. L'accusation de l'officier japonais n'était pas un défi, c'était une épitaphe. Alors que la marche brûlante brûlait sur la gorge sanglante, la bataille est devenue quelque chose au-delà du combat. Il est devenu une démonstration mathématique d'une annihilation systématique. Les lançons de chars n'étaient plus seulement des positions brûlantes, ils réécrivaient les lois de la guerre d'assaut. Chaque jet de napalm était une équation résolue, pression fois température fois psychologique égale reddition ou mort. Les Japonais, maîtres de la résistance prolongée, ont constaté que leur doctrine avait été calculée pour un type de guerre qui n'existait plus. Lorsque Tank 436, qui avait effectué les coups de tir impossibles plus tôt, a avancé à travers le ravinat central, son canon enflammé a balayé une série de grottes interconnectées avec une précision chirurgicale. Les ingénieurs, travaillant en synchronisation avec les hommes armés, ont fait exploser des charges pour sceller les tunnels dès que les flammes ont consommé de l'oxygène à l'intérieur. Il n'y avait pas d'évasion. Il n'y avait pas de répit. Un soldat japonais, émergeant d'un trou de serpent avec des vêtements déjà en feu, a couru en rond avant de s'effondrer, pas frappé par des balles, mais par quelque chose de beaucoup plus primitif, la terreur d'être brûlé vivant tout en respirant. À 15h30, Tank 431 radio a crétuiré avec la voix du lieutenant-colonel Chandler Johnson, commandant du 2e bataillon, 28e régiment, il se brise. Gardez la pression. Ne les laissez pas respirer. Ce n'était pas une commande, c'était un verdict. Les Japonais, qui avaient résisté en semaine de navigation navale et aérienne, qui avaient repoussé les vagues d'infanterie avec des baïonnettes et des grenades, se sont maintenant retirés sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se battre avec courage ou discipline. L'incendie n'a pas négocié. N'a pas respecté Bushido. Il n'a pas fait la distinction entre soldats et officiels. Il était démocratique dans sa destruction. Lorsque la nuit est tombée sur l'île, la gorge sanglante a brûlé, pas seulement les flammes des réservoirs, mais pour les incendies qui ont consommé les derniers bastions japonais. Les marines marins, épuisés, mais euphoriques, ont entendu par les radios intercepter les dernières demandes désespérées de Kuribayashi pour des renforts qui n'arriveraient jamais. Le général, qui avait planifié chaque détail de la défense d'Iwo Jima, faisait maintenant face à une vérité incontournable. Sa stratégie de génie avait été dépassée par une arme qui ne se battait pas pour le sol, mais pour son propre désir de résister. Le lendemain, le 22 mars, les derniers objectifs de la résistance ont été écrasés dans un vol coordonné qui a duré moins de 4 heures. Lorsque Tank 433, avec sa bande-son métallique de réparation improvisée, a roulé sur l'entrée du dernier complexe de grottes, son jet de feu n'a trouvé aucune cible vivante, seulement des corps carbonisés et des cendres de ce qui avait été la dernière ligne de défense japonaise. Un lourd silence est descendu sur l'île, brisé uniquement par le claquement des flammes mourant et les cris lointains des blessés étant évacués. Iwo Jima n'avait pas été gagné. Avait été purifié. Les chars lancés n'avaient pas simplement pris position, il avait montré que dans l'innovation de la guerre moderne n'était pas un luxe, mais la différence entre la victoire et un cimetière des héros. Lorsque les statistiques finales ont été compilées, les chiffres parlaient pour eux-mêmes, dans les zones où les réservoirs fonctionnaient, la proportion de victimes américaines par mètre carré conquise est tombée à moins de la moitié de la moyenne de l'île. Le coût humain était toujours terrible, mais l'efficacité était indéniable. Et au milieu de ce champ de bataille calciné, entre les carcasses torsadées de l'armure et des décombres de bunkers, c'était une leçon qui écho pendant des générations, la guerre ne faisait plus de gains uniquement avec du courage ou des nombres, mais avec la capacité de transformer la routine impossible. Les Japonais avaient combattu avec la détermination de ceux qui ne craignent pas la mort.
Les Américains avaient combattu avec les armes de ceux qui n'acceptent pas les défaites. Lorsque le drapeau a finalement été soulevé sur le mont Suribachi, ce n'était pas seulement un symbole de victoire. Ce fut un avertissement. Le Pacifique avait été témoin de la naissance d'une nouvelle façon de faire la guerre, et le monde ne serait plus jamais le même. L'épée de l'officier japonais, retrouvée à côté des restes carbonisés de son véhicule, n'était pas seulement un trophée de guerre. C'était une volonté de courage silencieuse qui, même dans le désespoir, a refusé de céder. Soumise au siège du corps des marines, elle a porté avec elle le poids d'une défaite qui n'était pas seulement militaire mais existentielle, la découverte que même le fanatisme le plus incassable ne pouvait résister à l'incendie qui consommait tout à sa manière. Lorsque le soleil était le 21 mars, la gorge d'Iwo-Jima n'était plus un dédale de mort impénétrable. C'était un cimetière. Plus de 800 défenseurs japonais se trouvaient parmi les roches volcaniques, dont beaucoup ont réduit à des ombres méconnaissables, leurs corps fusionnés au sol qui ont juré de se défendre au dernier soupir. Les réservoirs lancés par la flamme avaient dévoré 8000 gallons de carburant dans une seule journée, un record qui n'était pas seulement la logistique mais symbolique. Chaque goutte brûlée représentait une position ennemie transformée en fournaise, un bastion de résistance converti en cendres. Le nombre américain, 92 morts et 257 blessés, pourrait sembler acceptable par rapport au bain de sang qui serait un vol conventionnel. Mais la victoire a connu un coup qui ne fait pas la moyenne des victimes. L'équipage de tanks a signalé des cauchemars qui les ont poursuivis pour le reste de leur vie. Cap Carlson de Tank 431 n'oublierait jamais le son, vous pouviez les entendre crier quand le feu les a frappés. Pas pendant longtemps, mais parfois la nuit, je les entends toujours. L'odeur, cependant, était pire que le souvenir des cris, la chair humaine brûlant mélangée au soufre des roches volcaniques, une odeur qui imprégnait l'âme. Les équipes de maintenance ont constaté que les restes humains soudés dans les réservoirs des réservoirs, si fusionnés par la chaleur que seuls les Dzing pouvaient les retirer. Les machines, à leur tour, ont succombé à l'enfer lui-même qu'ils ont aidé à créer. Les transmissions ont échoué sous le poids des cendres volcaniques, des conduites de carburant obstruées avec des dépôts de carbone du mélange de napalm, des épingles sur tapis roulants décollés sous le poids des plaques de blindage de fortune. Fin mars, gardés uniquement Quat. Les chars opérationnels nécessitaient de cannibaliser des pièces de véhicules détruits à un cycle d'autodestruction mécanique qui reflétait l'épuisement humain. Lorsqu'Iwo-Jima fut finalement déclaré sur le 26 mars 1945, le monde comprit le véritable prix de cette victoire. 36 jours de combat, pas les 5 prévus. 26 038 victimes américaines, dont 6 821 ne rentreront jamais chez elles. Des chiffres qui ont choqué une nation habituée au triomphe rapide et décisif. Du côté japonais, l'anéantissement est quasi absolu, sur 21 000 défenseurs, seuls 216 survivent en tant que prisonniers. Les autres ont choisi entre mourir au combat ou de leurs propres mains, avant que les flammes ne les atteignent. Les chars lance-flammes n'ont pas seulement changé le cours de la bataille, ils ont réécrit les règles de la guerre dans le Pacifique. Les analyses d'après-combat leur attribuent la réduction d'environ 5000 pertes américaines. Plus d'1 millier de positions fortifiées furent réduites en ruines fumantes. 360 000 gallons de carburant ont été consommés sur un seul théâtre d'opération. Mais son héritage le plus profond était psychologique. Pour la première fois, le mythe de l'invincibilité japonaise dans les positions défensives s'est effondré face à un ennemi qui combattait non seulement avec des balles, mais avec l'élément même qui purifie et détruit. Le capitaine Frank Caldwell du 26e régiment de marine l'a résumé avec une précision tranchante, ce ne sont pas les canons navals, ni l'artillerie, ni les bombardements aériens qui ont gagné cette bataille. C'était le char lance-flammes. Aucune autre arme ne pouvait chasser les Japonais de leur forteresse souterraine. Ils ont fait ce que rien d'autre ne pouvait faire. Les données ont confirmé sa déclaration. Plus de 30% des victimes japonaises à Iwo-Jima ont été causées par des armes incendiaires. Dans les secteurs où opéraient les chars, l'avancée des troupes était 3 fois plus rapide. Et pour la première fois dans la guerre du Pacifique, le nombre de prisonniers japonais 216 au total dépassait en nombre ceux capturés à Tarawa, Seppan et Peleliu réunis. Beaucoup d'entre eux, lors des interrogatoires, ont avoué la même peur paralysante, nous préférons nous rendre plutôt que de brûler vifs. L'impact tactique a été immédiat. Le corps des marines avait besoin de 54 chars lance-flammes supplémentaires pour les opérations à venir. À la base de Schofield, l'équipe du colonel UNM a travaillé en temps de guerre, avec la priorité à le même niveau réservé aux bombardiers BE-29 et au projet Manhattan. En juin 1945, 70 nouveaux modèles CBH-2, dotés d'une plus grande autonomie et d'une plus grande fiabilité, étaient prêts pour l'opération Dawnfall, l'invasion prévue du Japon.
L'armée, notant le succès d'Iwo-Jima, convertit l'ensemble du 713e bataillon de chars en unité de lance-flammes pour la campagne d'Okinawa. Là, entre avril et juin 1945, ces véhicules consommeraient 200 000 gallons de carburant, prouvant une fois de plus leur efficacité mortelle contre les complexes de grottes japonaises. Ce qui n'était au départ qu'une solution de fortune est devenu l'arme ultime du Pacifique. Mais sa signification allait au-delà de la tactique. Les chars lance-flammes incarnaient la victoire de l'industrie sur l'idéologie, de l'ingénierie sur le fanatisme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 354 unités produites jusqu'à la fin de la guerre. 226 343 gallons de carburant incendiaire fabriqués. Une usine de mélange de napalm capable de produire 1000 gallons par jour. C'était la machine de guerre américaine dans sa forme la plus impitoyable, une force qui non seulement a vaincu mais effacé la résistance. Et pourtant, les hommes qui ont rendu cela possible sont restés dans l'ombre. Le colonel UNM, dont les innovations ont sauvé des milliers de vies, a pris sa retraite sans reconnaissance publique. Des travailleurs comme Reché et Kiss le sont retournés à la vie civile, leurs noms oubliés dans des rapports techniques poussiéreux. Pendant ce temps, les équipages de ces machines infernales portaient un fardeau qu'aucune médaille ne pouvait alléger. Beaucoup, comme le sergent Meuzet, ont emporté leurs secrets dans la tombe. Nous avons fait ce que nous devions faire, a-t-il avoué à son petit-fils peu avant sa mort en 1993. Personne ne devrait être fier de brûler des hommes vivants. Mais ces réservoirs ont sauvé de nombreux marines. C'est ce que j'essaie de me saisir. Ceux qui ont survécu n'ont trouvé du réconfort les uns avec les autres. Ils se sont rassemblés chaque année à Hawaï, dans la même caserne où leurs armes avaient été forgées lors de réunions que la presse n'a jamais couvertes. Là, parmi les loups qui comprenaient sans voix, partageaient le poids d'une mémoire que le monde préfère ignorer. En 2010, seulement 4 d'entre eux ont assisté à la dernière fois. Du côté japonais, la vérité a lentement émergé à travers des interrogatoires et des journaux capturés. Les soldats créés pour embrasser la mort avec honneur ont constaté qu'il y avait une limite à ce que l'esprit humain pouvait supporter. Mourir pour des balles ou des baïonnettes était glorieux. Burning Alive était une punition au-delà de la compréhension. Le lieutenant Yamada, l'un des 216 prisonniers, a témoigné après la guerre, nous nous sommes préparés à toutes sortes de décès, faim, mitrailleuses, grenades. Mais nous n'étions pas préparés à l'incendie. Et c'était cette peur, plus que toute stratégie, qui a d'abord brisé la résistance japonaise à grande échelle. Pas par la force des armes, mais par la terreur d'une faim que même le Bushido ne pouvait pas sanctifier. C'est un feu qui les a chassés dans les entrailles de la terre, un liquide vorace qui a infiltré chaque coin de leur forteresse souterraine. Les réservoirs de flammes ont non seulement détruit les corps, ils ont anéanti le désir de résister d'une manière qu'aucune bombe ou grenade ne pouvait. L'ancien sergent Maso Hayashi, capturé après s'être échappé sur une flamme de bunker, a décrit l'enfer dans des détails qui gèlent toujours le sang, le napalm jaillit comme une marée noire, remplissant chaque tunnel, chaque passage d'échappement. Les hommes se sont jetés dans les murs de désespoir, d'autres ont tiré leurs dernières balles contre eux-mêmes avant que les flammes ne les atteignent. Certains, dans un dernier acte de défi, ont couru directement vers le feu américain, préférant la mort rapide d'un coup de feu à l'agonie des brûlures. Même les vétérans endurcis des campagnes en Chine se sont retirés en voyant ces bêtes en acier approcher, crachant la mort liquide. Ce n'était pas une bataille. C'était une extermination systématique, une guerre de la guerre contre les soldats, mais contre l'idée même de la résistance humaine. L'impact de ces 8 Sherman modifiés a transcendé le champ de bataille. Après-guerre, le corps des marines des États-Unis a étudié Iwo-Jima comme un bassin versant et réécrit sa doctrine de vol. La leçon était claire, la victoire n'appartenait plus à l'armée avec plus d'hommes ou plus de courage, mais à la nation qui pourrait innover, pour adapter leurs machines à la cruauté spécifique sur chaque front. Les chars flammes ont prouvé que l'avenir de la guerre n'était pas seulement dans le pouvoir du feu brut, mais dans l'ingéniosité, dans la capacité de transformer une faiblesse apparente, comme la vulnérabilité des positions japonaises à tirer, en une arme décisive. Cette philosophie façonnerait les conflits futurs, des collines de Corée, où les mêmes chars ont brûlé des centaines de positions chinoises à Heartbreak Ridge, aux jungles du Vietnam, où le napalm deviendrait synonyme de terreur stratégique. Et pourtant, le succès même de ces véhicules scellerait leur destination. Ce qui avait été une solution de génie en 1945 est devenu des décennies plus tard un symbole de cruauté que le monde ne tolérait plus. Le protocole 3 de la Convention sur certaines armes conventionnelles, signé en 1980, limiterait l'utilisation d'armes incendiaires contre des cibles militaires et militaires dans les zones peuplées. Le M132, le dernier héritier de la lignée des réservoirs de flammes, a été retiré en 1978,
remplacées par des munitions thermobariques et des bombardements de précision, des armes qui ont tué une efficacité égale, mais sans le spectacle macabre des flammes. L'ironie est tranchante, l'arme qui a raccourci Iwo Jima et épargné des milliers de vies américaines a finalement jugé trop efficace dans son horreur. Les chiffres, cependant, ne mentent pas. Sur les 49 234 chèrements produits pendant la Seconde Guerre mondiale, seulement 354 ont été convertis en lanceurs d'incendie. Investissement dérisoire, environ 200 000 $ par unité en valeur du temps, qui, à Iwo Jima, s'est traduit par une économie de sang inimaginable. Les analyses militaires estiment que chaque flamme de réservoir sur l'île a épargné en moyenne 625 victimes américaines par rapport au vol conventionnel. Dans la guerre mathématique froide, ces quelques réservoirs n'étaient pas seulement une victoire tactique, ils étaient un miracle logistique. Mais au-delà des calculs, il y avait quelque chose de plus profond, la preuve qu'au XXe siècle, même la détermination la plus fanatique pouvait être écrasée par l'ingénierie. Bushido n'avait aucune réponse au napalm. Le courage individuel a succombé à la production de masse de terreur. Aujourd'hui, le dernier survivant de ces démons en acier repose au National Museum of the Marine Corps de Quantum. Le réservoir numéro 434, avec ses soudures grossières et ses marques de bataille, ressemble à un monument à une brutalité créative. Les plaques explicatives répertorient les spécifications techniques, les dates, les nombres, mais ne peuvent pas transmettre le bruit du gaz comprimé par les tuyaux, l'odeur de chair brûlée mélangée au soufre de la poudre à canon, la vision des hommes se transformant en torchées vivantes alors qu'ils essayaient en vain d'échapper à leur propre tombe. Les visiteurs passent rapidement, dérangés. Les enfants sur les excursions scolaires demandent, d'une voix tremblante, pourquoi quelqu'un créerait une chose si horrible. Les anciens combattants qui comprennent, les quelques-uns à gauche, s'arrêtent devant lui plus longtemps. Certains font une continence. D'autres regardent, inamovibles, comme s'ils avaient entendu les cris que le métal conserve toujours. Lors de la dernière réunion des vétérans de Flamme Tank en 2015, seuls 3 hommes ont assisté, tous près d'un siècle. Parmi eux, le caporal Anthony Vitelli, un ancien réservoir 436, a résumé dans une phrase le poids de ses jours, Pride ? Ce n'est pas le bon mot. Nous avons fait un travail terrible qui devait être fait. Ces réservoirs ont sauvé des vies. C'est suffisant. Il n'y avait pas de glorification dans ces mots, seulement l'acceptation sombre que parfois l'humanité ne fait que progresser à travers le feu, littéral et métaphorique. Avec la mort de Herschel Woody Williams, la dernière médaille d'honneur d'Iwo Jima en juin 2022, le dernier témoin vivant de ce que napalm a fait avec la chair et l'âme. Sa fondation, cependant, continue d'honorer les familles des morts, se rappelant que le sacrifice n'était pas vain. Les rapports classifiés du colonel Unmac, publiés dans les années 1970, révèlent la course contre le temps où ils ont créé ces chars, 20 quarts d'heure, des soldats dormant aux côtés des torchés, une obsession de la mort avec plus de morts. D'un autre côté, dans les fichiers japonais ouverts dans les années 1980, les rapports sont unanimes, nous n'avions aucun moyen de le combattre. Ce n'était pas une défaite militaire. C'était l'effondrement d'un monde où l'esprit pouvait surmonter la machine. À Iwo Jima, plus de 20 000 soldats japonais sont morts en défense des postes qu'ils pensaient imprenables. Beaucoup ont été réduits en cendres par une arme qui a contesté leur propre imagination. Ces os, mélangés à la terre volcanique, sont une épitaphe non seulement pour eux mais pour une époque. Le samouraï, le guerrier qui croyait en la victoire du code et de l'épée, a trouvé sa fin non pas dans un duel honorable, mais dans un jet de feu industrialisé, crachant par une machine à fait des milliers de kilomètres des mains qui ne tenaient jamais de sabre. Ces 8 M4A3R3 n'étaient pas seulement des réservoirs. Ils étaient le triomphe définitif de l'équipement sur l'homme, de la production en série sur l'héroïsme individuel. Et dans le silence du musée, entre les ombres du réservoir 434, il fait écho à une vérité gênante, la guerre moderne n'appartient pas aux courageux. Il appartient à ceux qui peuvent brûler l'avenir des autres avant de ne même pas comprendre ce qu'ils consomment. J'ai découvert la formule qui définirait le siècle suivant, la guerre ne serait plus gagnée par ceux qui résistaient davantage, mais par ceux qui imaginaient en premier. Ces M4A3R3 ne tuaient pas seulement les machines, et rament la matérialisation d'une vérité cruelle, sur le champ de bataille moderne, l'innovation n'est pas un avantage, c'est une phrase. Les rapports décrivent la terreur paralysante de voir les tirs liquides s'approcher, sachant que le béton et l'acier n'ont pas offert de protection. Les ordres de maintenir des positions à mort sont devenus absurdes lorsque la mort est venue comme une rivière de flammes, infiltrant chaque cachette, chaque fente, chaque bouffée d'espoir. Un officier japonais a noté, avec la précision du froid de ceux qui avaient déjà accepté la faim,
les réservoirs de lancement de flammes ont annulé tous les avantages de nos défenses. L'altitude n'avait pas d'importance lorsque le feu pouvait sauter des obstacles. La profondeur peu importe quand les flammes se sont drainées comme l'eau par nos tunnels. Le concret qui a enduré des tonnes d'explosifs était inutile contre le souffle. La dernière émission du général Kuribayashi, avant que son corps ne rejoigne les cendres de ses hommes, n'était pas une complainte, c'était un avertissement prophétique. Les Américains ne nous ont pas seulement surmontés avec des chiffres ou une puissance de feu. Ils nous ont battus avec une imagination qui a transformé notre plus grande force, nos fortifications souterraines, en mort de la mort. Ces prévisions n'étaient pas bonnes. C'était le manuel du XXe siècle. La révolution qui a commencé avec 8 chars à Iwo Jima ne s'est pas terminée là-bas. Elle s'est étendue à travers les missiles guidés qui tombent en tant que jus silencieux, les armes de précision qui choisissent efficacement leurs victimes, les cyberguerres où l'ennemi n'a même pas à se salir les mains avec du sang. Le principe est resté le même, l'innovation technologique écrase la tradition tactique. L'imagination gagne la convention. La transformation d'Iwo Jima, d'un massacre conventionnel à un enfer de feu, a pris des jours, mais a toujours réécrit la doctrine du combat. Les marines formées pour les assauts avant ont appris, sous le feu ennemi, pour danser avec les réservoirs de lancement de flammes, en utilisant leur terreur comme un coin pour briser les lignes considérées comme imprenables. Il n'y avait aucun manuel pour cela. Seule l'adaptation désespérée des hommes qui comprenaient dans le feu de la bataille que l'avenir était venu, et brûlé. Les chiffres ne mentent pas. Dans les secteurs où M4A3R3 a fonctionné, les défenseurs japonais ont abandonné leur position 70% plus rapidement. L'impact psychologique a dépassé la destruction physique. La simple présence de ces monstres en acier, avec leur jet de feu, était suffisant pour effondrer la résistance avant qu'un seul coup ne soit fait. Un rapport de renseignement américain a enregistré, avec un mélange de fascination et d'horreur, la peur que les réservoirs de lancement de flammes inspirent la frontière. Les prisonniers rapportent que les soldats refusent d'occuper des positions dès qu'ils voient les flammes à l'horizon. Ce n'est pas un incendie qui les bat. C'est l'idée de feu. En 36 jours, ces 8 chèrements modifiés ont fait quelque chose de plus que remporter une bataille. Ils ont validé une nouvelle forme de guerre. A sauvé des milliers de vies américaines. Et surtout, ils ont prouvé que l'avenir appartenait à ceux qui osent brûler le passé. Mais à quel prix ? Les membres d'équipage survivants ont porté avec eux une culpabilité qu'aucune décoration ne pouvait effacer. L'efficacité du feu par le feu, l'échelle industrielle de l'incinération, a même contesté les codes de guerre les plus anciens. Ils avaient été des instruments d'un besoin brutal, brandissant des armes qui réduisaient les hommes en cendres en quelques secondes. Beaucoup ne parleraient jamais de ce qu'ils ont vu. Ils ont apporté leur cauchemar au tombeau, préférant le silence pour partager l'horreur qui les avait marqués. L'épilogue de cette histoire n'est pas dans les rapports ou les statistiques. C'est en 1985, lors d'une cérémonie de réconciliation à Iwo Jima, lorsque l'ancien commandant des chars Robert Mesa et l'ancien lieutenant Koshi Yamada qui avaient vu le premier jet de feu avaler leurs camarades au même endroit où le réservoir 431 avait été licencié par PR. Tandy Mira, 40 ans plus tôt. Yamada, à travers un interprète, a rompu le silence d'une voix tremblante, je le détestais pendant 40 ans. Les tanks lanceurs ont tué mes amis d'une manière que je ne peux pas oublier. Mais maintenant je comprends. La guerre fait des monstres de nous tous. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Tout comme nous. Mesa a répondu, en regardant l'horizon où il n'y avait qu'une autre fois le feu, nous n'étions tous que des garçons essayant de survivre. Je suis content que nous ayons vécu pour être ici aujourd'hui. Et puis, 2 vieilles guérilleros, une qui avait jeté les flammes, une autre qui les avait fuies, étreignèrent. Alors que le soleil se trouvait sur les plages du sable noir d'Iwo Jima, ils se sont dirigés ensemble vers le mémorial de ceux qui ne sont pas revenus. Derrière eux, le mont Suribachi s'est levé contre le ciel sombre, indifférent aux hommes qui se sont une fois rivalisés pour les dents et les ongles. L'âge du réservoir célèbre de Lança est né et est mort dans le Pacifique, mais son héritage a brûlé dans tous les conflits qui ont suivi. De la Corée au Vietnam, de l'Irak au champ de bataille numérique d'aujourd'hui, la leçon est restée, la guerre moderne n'accorde pas le courageux. Attribue ceux qui peuvent transformer l'industrie en une arme, l'imagination en phrase et le feu, littéral ou métaphorique, dans le dernier mot. Iwo Jima n'a pas seulement été surmonté par le courage, bien qu'il y ait eu le courage des deux côtés. Il a été gagné par le mariage parfait entre la machine américaine et l'esprit qui a osé l'utiliser différemment. Les défenseurs japonais se sont battus avec une bravoure qui bordait le surnaturel, suivant les ordres du dernier soupir, construisant une forteresse souterraine qui a remis en question les bombardements plus lourds.
Mais ils n'avaient pas compté sur un ennemi qui transformerait leur terrier en four, son refuge piège. Les chiffres sont implacables, des réservoirs à 8 flammes. 360 000 gallons de mélange inflammable. Plus d'1 millier de positions fortifiées réduites en décombres à la vapeur. 5 000 bases évitées. 6 000 soldats japonais consommés par les flammes. 36 jours de combat qui, sans ces machines, auraient traîné pendant des mois. Les mathématiques de la guerre moderne, où l'avantage technologique se traduit directement dans des vies sauvées et des âmes perdues. Aujourd'hui, Iwo Jima, ou IT, comme on l'appelle à nouveau, petite émission des cicatrices qui l'ont déjà marqué. La nature couverte les cratères, remplit les tranchées, est apparue sur le terrain qu'elle a déjà brûlé. Mais sous la surface, dans des tunnels scellés et des grottes effondrées, les restes de ceux qui sont morts brûlés se reposent toujours. Leur sacrifice, rappelé par de moins en moins de témoins vivants. Le dernier verdict vient du général Holland Smith, commandant du corps des amphibiens V, qui a écrit dans ses souvenirs, les réservoirs de lancement de flammes étaient la différence entre la victoire et le désastre. Sans eux, nous aurions payé un prix insupportable pour chaque putain d'île. Ils étaient des armes horribles, mais la guerre est une horrible entreprise. À la fin, ils ont sauvé plus de vies que nous ne les employons. Les flammes qui ont consommé Iwo Jima sont depuis longtemps sorties. Les hommes qui leur ont commandé presque tout le monde parti. Mais la révolution qu'ils ont déclenchée, la transformation de la guerre d'un duel de volonté à un calcul de la destruction technologique, façonne toujours chaque conflit, chaque stratégie, chaque arme que le monde osait créer. Dans 8 Sherman modifiés, l'Amérique a non seulement remporté une bataille, inventé l'avenir. Et l'avenir, comme toujours, brûlé. Ils ont trouvé l'arme qui non seulement écraserait la forteresse la plus redoutable de la guerre du Pacifique, mais réécrivrait les lois de la guerre elle-même. La bataille s'est terminée. La guerre, condamnée. Mais l'écho de ces incendies, le pot d'azote comprimé libérant leur fureur, la trace des tirs liquides infiltrant les bunkers comme un jugement sans appel, les cris avalés par la chaleur vorace, tout cela ne s'éteindrait pas, resterait enregistré dans la mémoire de la guerre comme un avertissement et une prophétie. Le guerrier, celui qui exerçait l'épée ou la baïonnette avec honneur et sang dans ses mains y est décédé, parmi les cendres d'Iwo Jima. Il n'y avait pas de funérailles. Sa place était occupée par quelque chose de plus froid, plus précis, plus implacable, la machine. La guerre ne serait plus un duel de cœur, mais de calcul. Des algorithmes de destruction. Du feu qui obéit au bouton, pas au courage. Le XXe siècle n'a pas attendu la fin de la bataille. Il a éclaté sur ces plages, entre le soufre et l'acier, annonçant que désormais la victoire n'appartiendrait pas à la colère, mais à ceux qui maîtrisent la science de l'anéantissement. Et le monde, toujours étourdi par l'odeur de la poudre à canon, ne s'est pas rendu compte qu'il regardait son propre avenir pour prendre feu.